Paris, avril 1838. Le Palais du Louvre ouvre ses portes au salon annuel, la grande vitrine de l'art français, le rituel collectif dans lequel la capitale du monde décide, chaque saison, ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, ce qui mérite d'être appelé art et ce qui mérite l'oubli. Des milliers de visiteurs avancent parmi les œuvres accrochées du sol au plafond, dans une densité qui nous semblerait oppressive aujourd'hui mais qui était alors la manière habituelle de contempler la peinture. Ils cherchent la sensation de l'année. Et ils la trouvent. En tournant un coin, devant une toile de plus de 2,5 mètres de hauteur, le public s'arrête. Non par choix propre, mais à cause de quelque chose qui opère avant la volonté. Quelque chose dans cette image les retient. Les trouble. Les fascine sans qu'ils puissent expliquer exactement pourquoi. La scène est d'une violence contenue qui est, précisément pour cela, plus perturbatrice que si elle était explicite. Une femme d'une beauté farouche se réfugie dans la pénombre d'une grotte rocheuse. Ses bras encerclent fermement deux petits enfants qui se tordent, qui tentent de s'échapper. Dans sa main droite, presque cachée parmi les plis de ses vêtements, brille le fil d'un poignard. Et son visage, partiellement dans l'ombre, regarde vers l'extérieur avec une expression qui mêle la terreur et la détermination en proportions égales et indistinguables. Voici la Médée furieuse. L'une des œuvres les plus troublantes et les plus magistrales de toute l'histoire de l'art occidental. Et son auteur, Eugène Delacroix, vient de changer pour toujours la façon dont le monde comprend la peinture à l'huile. Pour comprendre pourquoi cette œuvre a si profondément secoué le Paris du XIXe siècle, il est nécessaire de remonter dans le temps. Il faut comprendre le monde que Delacroix avait décidé de défier. Et il faut comprendre Delacroix lui-même, l'un des tempéraments les plus complexes, les plus contradictoires et les plus brillants que l'histoire de l'art ait jamais produit. Un homme dont la vie entière fut, en elle-même, un chef-d'œuvre du romantisme français. Ferdinand Victor Eugène Delacroix naquit le 26 avril 1798 à Charenton-Saint-Maurice, une petite localité en banlieue de Paris. Il était le quatrième et dernier enfant de Charles Delacroix, qui avait été ministre des Affaires étrangères sous le Directoire révolutionnaire, et de Victoire Aubaine, appartenant à une distinguée famille d'ébénistes, d'artisans et de dessinateurs qui avaient donné au monde quelques-unes des pièces de mobilier les plus raffinées de la France du XVIIIe siècle. Il y a dans cette origine familiale une synthèse remarquable des deux forces qui définiraient toute son œuvre, la gravité intellectuelle et politique du côté paternel, et la sensibilité artisanale, l'attention aux matériaux et à la forme, du côté maternel. L'enfant qui naîtrait de cette union avait déjà dans ses gènes quelque chose d'un homme d'État et quelque chose d'un artisan, et finirait par être, contre toute attente, le plus passionné des peintres. L'enfance d'Eugène fut marquée, cependant, par le deuil. Son père mourut quand il avait à peine 7 ans, et sa mère décéda quand il en avait 16. Le jeune Delacroix fut confié à la garde de sa sœur aînée et de son beau-frère, le général Charles de Verninac, qui l'introduisirent dans les cercles intellectuels et artistiques de la capitale. Ce fut une éducation dans laquelle le deuil et la culture coexistèrent sous le même toit. En 1815, suivant le conseil de son oncle, le peintre Henri-François Risenet, le jeune Delacroix entra dans l'atelier du peintre néoclassique Pierre-Narcisse Guérin. C'était un environnement d'académisme rigoureux, où l'idéal grec de la forme parfaite et de la composition sereine constituait le seul canon acceptable. Mais Guérin était aussi un maître qui savait reconnaître le talent extraordinaire quand il se trouvait devant lui. Et dans ce même atelier étudiait alors Théodore Géricault, qui allait devenir le précurseur du romantisme français avec son œuvre monumentale Le radeau de la Méduse. L'influence de Géricault sur le jeune Delacroix fut déterminante. Tandis que le monde académique regardait vers Athènes et Rome, Géricault regardait vers le drame de son temps, vers les corps réels, vers l'émotion sans filtre ni décorum. Delacroix absorbait cette leçon avec avidité. Mais il menait aussi une seconde vie artistique, silencieuse et passionnée, qui se développait dans les salles du Louvre. Le Louvre fut la véritable académie d'Eugène Delacroix. Là, Delacroix passait des heures à copier les maîtres qui le fascinaient. Rubens, surtout. L'énergie des chairs, les rouges ardents, le mouvement capturé dans la touche libre du maître flamand devinrent une obsession pour lui. Mais aussi Velázquez, dont la capacité à créer de la matière avec la peinture le laissait perplexe. Et Rembrandt, avec ses ombres qui respiraient. Et Paolo Veronese, avec ses compositions monumentales où la couleur n'était pas ornement mais architecture. En même temps, il découvrit Goya. Les peintures noires, les caprices, ce regard sans pitié vers les abîmes de la nature humaine résonnèrent en Delacroix d'une manière qu'aucun maître français ne pouvait lui offrir. Il s'intéressa également à la lithographie et au paysage, apprenant à capturer la lumière avant la forme. En 1816, il s'inscrivit à l'école des Beaux-Arts de Paris.
Sa première commande publique, réalisée en 1819, fut la Vierge des Moissons. Mais déjà dans cette première commande officielle il y avait quelque chose qui échappait à l'académisme, une vibration dans la touche et une intensité dans la couleur qui n'étaient pas dans les modèles traditionnels. La peinture académique française de cette époque exigeait le décorum compositionnel, la netteté du contour et une palette tenue. Delacroix aimait les sujets classiques, mais voulait que la peinture frappe avant que l'intellect puisse rationaliser ce qu'il voyait. Sa première apparition au salon, en 1822, avec la barque de Dante, causa un impact immédiat. 2 ans plus tard, les massacres de Sceaux le catapulta à la gloire et au scandale. Ce mépris pour la ligne nette lui valut l'appellation de massacre de la peinture. Ce jugement se voulait une insulte. L'histoire de l'art en ferait un éloge involontaire. Mais Delacroix était aussi un intellectuel de premier ordre. Son journal personnel est l'un des documents les plus importants de l'esthétique du XIXe siècle. Il lisait Shakespeare, Byron, Walter Scott et Platon. Il avait la capacité de se mouvoir avec une égale aisance dans un débat philosophique que dans une étude technique sur les mélanges de pigments. Cette dualité était précisément ce qui confondait et fascinait. Le poète Théophile Gautier le décrivit comme un homme charmant qui peignait des tableaux féroces. Cette contradiction était structurelle, Delacroix vivait dans les territoires frontaliers entre la civilisation et ses abîmes. Pour comprendre la Médée furieuse, il est d'abord nécessaire de comprendre le mythe. Médée est une figure d'une complexité morale sans égale. Princesse de Colchide et magicienne, elle trahit sa famille par amour pour Jason. Après des années de mariage et 2 enfants, Jason l'abandonna par ambition politique. La réponse de Médée fut dévastatrice, elle tua la nouvelle épouse et, finalement, ses propres enfants. Delacroix commença à méditer sur ce thème en 1818. Pendant 20 ans, il accumula des dessins préparatoires, aujourd'hui conservés à Lille. Le tableau définitif, commencé en 1836, est une toile de grand format réservée au sujet de la plus haute dignité historique. Sa structure pyramidale renvoie directement à Léonard de Vinci, mais là où Léonard construit la sérénité, Delacroix crée la tension et la terreur. La charité maternelle est devenue son exact opposé. La grotte où se déroule la scène est un refuge et un piège. Le seul élément véritablement vertical est le poignard dans la main de Médée, symbole de la volonté humaine agissant contre la nature. La lumière se concentre sur le torse nu de la mère et sur les corps des enfants, transformant le symbole de la maternité en une forme d'horreur sophistiquée. Son visage reste partiellement dans l'ombre pour éviter un jugement facile, Médée ne nous regarde pas, elle regarde vers l'extérieur, vers l'homme qui l'a amené jusqu'à ce point. Ces notes révèlent qu'il n'était pas un peintre qui improvisait émotionnellement. C'était un analyste rigoureux de la couleur qui étudiait la physique des pigments. Sa touche rejetait le contour défini parce qu'il avait compris que la vie n'a pas de ligne noire, seulement des variations de lumière et de couleur. Il captura l'instant liminaire où la colère et la raison coexistent. Dans cet instant suspendu, existe toute la tragédie du monde. La réception en 1838 fut un succès absolu. L'État français acquit l'œuvre et de jeunes peintres comme Chassériau l'étudièrent avec ferveur. Vers 1880, même Paul Cézanne, père de la modernité, réalisa une version basée sur ce tableau. Delacroix revint au thème de Médée à plusieurs reprises jusqu'à la fin de sa vie, dont la version aujourd'hui conservée au musée du Louvre. Le romantisme français ne peut se comprendre sans cette œuvre. Face à la rigidité néoclassique, la Médée offrait le vertige, la pénombre et la catastrophe intime. Delacroix mourut en 1863, ayant enseigné aux générations suivantes que la couleur est la véritable substance de la peinture. Son héritage fut confirmé dans les grandes rétrospectives du Louvre et du Metropolitan Museum of Art de New York. Aujourd'hui, la Médée furieuse continue à Lille, provoquant chez les visiteurs le même mélange d'horreur et de fascination qu'il y a 2 siècles. Delacroix a démontré que la beauté et l'horreur sont, très souvent, la même chose vue sous des angles différents. Dans cette grotte obscure, il trouva l'image définitive de la condition humaine, quelqu'un qui, à la limite du supportable, contient en lui-même l'amour le plus absolu et la destruction la plus irréversible. Une image qui a 200 ans et qui n'a pas vieilli d'un seul jour.